Connaissance. Recherche. Sciences. Des mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de m'accompagner dans ce petit parcours que je vais faire sur une problématique qui me tient particulièrement à cœur, dans la mesure où non seulement je vais essayer de vous convaincre que c'est une question importante, et puis parce que ce sont des sujets qu'on essaye de développer. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de vous présenter, c'est un cours d'introduction à l'ensemble des cours que je vais donner ensuite, pour vous donner de façon générale les questions, vous présenter aussi comment s'articulent les conférenciers que j'ai invités pour illustrer certains aspects de ces enjeux énergétiques, de cet avenir énergétique que nous avons à construire. Et je suis très heureux aujourd'hui de passer la parole tout à l'heure à Gilles Pelletier, qui est un des grands spécialistes de l'utilisation des micro-organismes pour la production de biocarburants, et en particulier de biodiesel. C'est un domaine qui est tout à fait porteur aujourd'hui, les algues et les biodiesels, et donc c'est de ça dont il va nous parler. Alors, comme vous l'avez constaté, je vais beaucoup parler de soleil, d'énergie solaire, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc je ferai une petite introduction sur les biocarburants, la problématique, et je parlerai beaucoup d'hydrogène et de photolyse de l'eau. Et en gros, tout au long de ces cours, on va essayer de réfléchir à la possibilité de construire un photolyseur d'eau, c'est-à-dire ce rêve de prendre du soleil, de l'eau et de produire un carburant qui est l'hydrogène. Chose qui paraît simple en théorie et qui est un peu compliquée en pratique, et ça va être ça un peu l'objet du cours, construire un photolyseur. Et avec toutes les problématiques, matériaux, catalyse, qui vont avec. Alors, avant, même si ce sont des choses répétées, je crois que c'est important de redonner le contexte énergétique général qui nous amène à faire des perspectives et à dire où sont un peu les problèmes. Et c'est de ça dont je vais parler pour commencer. Avant, évidemment, je vais parler d'énergie, je vais parler de puissance. Ça sera plus facile, donc je parlerai surtout de watts, enfin je parlerai de terawatts, et donc rappelez-vous bien que ce n'est pas une énergie, le watt c'est une puissance, et que si vous voulez avoir une idée de la valeur de l'énergie utilisée, eh bien, il faut multiplier par le temps d'utilisation de cette énergie, puisque le watt c'est 1 joule par seconde, et à ce moment-là vous avez l'énergie en joules. Alors vous savez aussi, je le mets ici, la diapositive circule très vite, je vous rappelle que les informations qui sont là sur ce PowerPoint sont disponibles ensuite sur le site du collège. Bon, simplement, c'est différentes conversions parce qu'on ne parle pas obligatoirement en joules. On voit dans la littérature des wattheures, des kilowattheures, des tonnes d'équivalent pétrole. On parle de barils de pétrole. Tout ça sont des unités énergétiques qu'on utilise très largement dans la littérature spécialisée ou non. Par ailleurs, je parlerai de grands chiffres. Et donc, quand je dirai giga, ça sera 10 puissance 6, méga 10 puissance 6, giga 10 puissance 9, téra 10 puissance 12. Par ailleurs, je crois que c'est important d'avoir une idée de ces valeurs énergétiques et de leur sens. Ici, vous avez une échelle qui va du watt jusqu'au térawatt. Et voilà, le watt ou la dizaine de watts, c'est la puissance d'un ordinateur. Le kilowatt, c'est un grille-pain 1000 fois plus. Le mégawatt, c'est un avion.
Une centrale nucléaire, c'est de l'ordre du gigawatt. Et 1 terawatt, c'est à peu près la consommation électrique de l'humanité. C'est à peu près 10% de la consommation énergétique mondiale. Voilà, alors quel est ce contexte et quelles sont les évolutions? Vous connaissez ces chiffres, mais c'est un peu pour vous donner l'ampleur du problème. Oui, peut-être pour introduire ça, vous voyez cette carte, c'est une carte qui indique la consommation d'électricité sur la planète. Vous voyez les endroits où on consomme beaucoup d'électricité, et puis vous voyez les espaces entiers où il y a des milliards de gens qui n'ont qu'une bougie pour se chauffer ou pour avoir de la lumière la nuit. C'est évidemment pas comme ça que ces gens-là vont sortir de la pauvreté, se soigner, faire chauffer de l'eau, etc., etc. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que dans une problématique d'économie d'énergie pour nous, on est dans ces pays-là plutôt dans une perspective d'augmentation massive de l'énergie. Et je reviendrai là-dessus. Et donc la conséquence, c'est que les perspectives, c'est clairement un doublement de la consommation énergétique mondiale d'ici 2050. On donne à peu près cet horizon pour faire des prévisions. Alors ça, c'est calculé sur des bases tout à fait raisonnables, une base de croissance économique moyenne de l'ordre, vous voyez ici, 1,5%, de 5000 gigajoules par personne en moyenne dans une vie. Voilà, on peut faire ce genre de calcul et on arrive à ça. Évidemment, cette croissance, c'est à la fois parce qu'il y a accroissement de la population mondiale, et là, on sait très bien que l'horizon 2050, c'est 9-10 milliards d'habitants, on est à 6 aujourd'hui, et c'est évidemment un certain nombre de pays qui sont en croissance active, et notamment les plus importants en taille, la Chine, l'Inde. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, on fait de la prospective, mais il n'y a pas d'ambiguïté. On va doubler notre consommation mondiale. Deuxième problème, c'est qu'évidemment, il y a un horizon d'épuisement des réserves carbonées fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et ça, on sait que c'est aujourd'hui 80% de nos sources d'énergie primaires. Alors là, il y a pas mal d'inconsistances dans la littérature, qu'elle soit là aussi spécialisée ou pas. Vous savez, l'horizon de la fin du pétrole varie en fonction des sources, évidemment parce qu'on spécule sur le pétrole et sur ses réserves, on mélange réserves et ressources, les compagnies pétrolières disent pas tout, les pays producteurs de pétrole non plus, enfin, etc., etc. Donc il y a une marge d'erreur assez grande, c'est pour ça que là, vous voyez, il y a de la marge d'erreur. Mais disons que tout le monde s'accorde pour dire que pétrole, c'est une centaine d'années, gaz, c'est quelques centaines d'années, et charbon, c'est 1000 ans, 2000 ans. Alors, c'est des chiffres qui sont, tout dépend comment on les considère, ils sont petits ou grands. Ils sont suffisamment grands pour qu'on ne se préoccupe pas peut-être encore assez de leur remplacement aujourd'hui. Et puis, 100 ans, quelques centaines d'années, pour l'histoire de l'humanité, ce n'est pas énorme. Et puis le dernier point, c'est évidemment la question des gaz à effet de serre, et en particulier des CO2. Tout ça est relié, bien sûr, parce que brûler de gaz, charbon, pétrole, c'est mettre du CO2 dans l'atmosphère. Vous savez, le CO2, bon, à peu près 8, 9, 10 puissance 9 tonnes par an, c'est une partie dans l'atmosphère, une partie dans la biomasse, une partie dans les océans. Et donc, il y a ce problème du lien entre production de CO2 et réchauffement climatique. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le débat qui anime certains aujourd'hui en France, si cette corrélation est la bonne et s'il n'y en a pas d'autres. Néanmoins, il y a suffisamment d'inconvénients à la production de CO2 massivement dans notre sphère terrestre pour s'en préoccuper et essayer de viser, en effet, de ne pas trop dépasser certaines limites. Vous savez, avant le début de l'ère industrielle, on était à 280 ppm, on y était depuis, ou 250, on y était depuis longtemps, on est à 380 aujourd'hui. Les perspectives des tendances, c'est 550 en 2035, et vous savez, j'y reviendrai, Copenhague nous a donné une sorte de limite, et on va voir ce que ça signifie en termes de remplacement par des énergies renouvelables.
Voilà. Alors, aujourd'hui, la consommation globale d'énergie, c'est 13-14 terawatts. Et comme vous le voyez ici, je l'ai dit, donc 80-85% de cette énergie, c'est pétrole, gaz, charbon. Et c'est ça qu'il faut remplacer, à la fois parce qu'on n'en aura plus et parce que ça produit du CO2. On peut se demander d'ailleurs, on peut se poser la question si on va cramer tout ça, on va cramer tout ce qu'on a dans le sol ou on s'arrêtera avant. C'est sûr que c'est mieux de s'arrêter avant pour ne pas produire du CO2 et puis pour faire autre chose du pétrole que simplement de le transformer en gaz carbonique. Les chimistes, l'industrie chimique a besoin de ces produits pour faire autre chose. Ici, simplement, ce que vous voyez, c'est que la partie biomasse est importante à l'échelle de la planète. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement des milliards de gens, les pays les plus pauvres, qui utilisent cette biomasse pour se chauffer et pour produire de l'énergie. Le nucléaire, c'est 7%. Et vous voyez, les énergies renouvelables, à part la biomasse et l'hydroélectricité, c'est pratiquement rien. J'inclus ici géothermie, éolien, solaire, etc., etc. La France est dans une situation un tout petit peu différente de la moyenne, ça ne vous étonne pas, parce que la partie nucléaire est plus importante, et en particulier, donc c'est plutôt 17%, une vingtaine de pourcents, et la partie contribution du nucléaire à l'électricité, c'est plus de 80%. Et du côté énergie renouvelable, c'est surtout hydroélectricité, et aujourd'hui, je vais le dire, il y a un investissement dans le domaine du photovoltaïque en France comme ailleurs, et là on est dans l'énergie solaire, mais on est encore très très loin du compte, hein. Il faut à nouveau remplacer tout ça. Voilà, je m'arrête sur cette figure un peu compliquée, mais qui de mon point de vue est très intéressante. Qu'est-ce que nous dit cette figure ? Elle nous donne la production d'énergie primaire, c'est à nouveau en puissance, hein, c'est en térawatts, en fonction du temps jusqu'à 2100. Ceci constitue la production totale, la consommation totale d'énergie. Et vous voyez qu'en 2050, on est bien à 23, 24, 26, 25 terawatts. Ici, c'est écrit 28. Bon, autour de 25 terawatts. Composé de gaz, ici, pétrole, charbon. Et vous voyez les évolutions, ce sont les prévisions. Et une partie nucléaire ici et une partie énergie renouvelable. Donc, vous voyez, et si maintenant vous regardez les courbes colorées, elles vous indiquent où est-ce qu'on doit être si on veut avoir le niveau indiqué de CO2 dans l'atmosphère. Donc, je lis de la façon suivante, c'est-à-dire que si vous voulez 750 ppm de CO2 dans l'atmosphère en 2050, il faut pratiquement qu'on ait produit en énergie non carbonée cette quantité-là, c'est-à-dire une dizaine de terawatts, un petit peu d'énergie nucléaire et beaucoup d'énergie renouvelable. C'est absolument considérable, hein. Vous imaginez qu'il faut qu'on soit capable, pour être à 750 ppm, de produire en énergie non carbonée l'équivalent pratiquement de ce que la planète aujourd'hui consomme. Et alors, ça c'est 750 ppm. Mais alors si on essaye de voir ce que veut faire, ce qu'on nous dit à Copenhague. À Copenhague, on nous dit qu'il ne faut pas dépasser 450 ppm parce que c'est 2 degrés d'augmentation de la température et on ne peut pas aller tellement au-delà. Eh bien, vous voyez, vous lisez cette courbe et 450 ppm, c'est là. Ça veut dire 10 terawatts de plus. C'est colossal. 10 terawatts, c'est 10 000 centrales nucléaires. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Je dis pas d'ailleurs, ça n'indique pas ici qu'il faut que du nucléaire, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ça veut dire que pour répondre à 450 ppm, 2 degrés d'augmentation, il faudrait qu'on fasse l'équivalent de la construction d'une centrale nucléaire tous les 2 jours. Il y a 430 centrales nucléaires aujourd'hui à la surface de la Terre. Il faudra en construire 10 000 d'ici 2050. C'est à peu près les chiffres que je vous donne. C'est pour vous donner l'ampleur de la tâche. Alors, il y a plein de solutions. Mais la question, c'est est-ce qu'on est capable de remplacer, de produire cette énergie par des énergies renouvelables sans carbone ? C'est ça la question.
Donc j'inclus tout, hydroélectricité, géothermie, courant et marée, énergie éolienne, biomasse, solaire, etc. etc. J'en profite pour dire une chose qui est importante. C'est un conseil. Évitez de croire ceux qui vous disent l'avenir énergétique sera photovoltaïque ou ne sera pas, sera hydrogène ou ne sera pas, sera biomasse ou ne sera pas, etc. etc. Je crois profondément que notre avenir énergétique sera un mélange de tout ça. Et alors, évidemment, c'est compliqué, c'est très coûteux parce que ça nous impose aujourd'hui d'explorer un peu sans discrimination, et dès aujourd'hui, l'ensemble de ces solutions énergétiques. Et évidemment, c'est difficile. Mais, voilà, mon impression, c'est qu'à Copenhague, on donne des chiffres, on fait d'une certaine façon des effets de manche, mais je ne vois pas en face qu'on ait dit quel niveau d'investissement il faut pour répondre à cet objectif de remplacer 10, 20 terawatts avec des énergies non carbonées. C'est des investissements énormes. Des investissements qui sont lancés dans certains pays plus que d'autres. Voilà, c'est pas l'habitude, c'est pas par habitude et de dire que dans ce pays on en fait moins qu'ailleurs, mais véritablement je crois qu'on n'en fait pas assez par rapport à l'objectif que je vous ai indiqué. Voilà. Alors, pourquoi le soleil ? Le soleil, parce que, et vous trouverez ce genre de données de façon fréquente, c'est lorsqu'on regarde les potentialités, justement, de ces différentes énergies renouvelables, je crois que c'est assez évident que, alors c'est en échelle logarithmique ici, et vous avez les différentes sources d'énergie, et les potentialités sont là, c'est une sorte de maximum. Et vous voyez ici, c'est 13 terawatts. Si vous passez à 26, vous n'êtes que là, c'est logarithmique. Et donc, très clairement, l'énergie solaire est vraiment l'énergie la plus abondante. Il y a quelque chose comme 120 000 terawatts sur la planète. Évidemment, tout n'est pas accessible. C'est 10 000 fois la consommation mondiale d'énergie. Et le Soleil va sûrement exister pour quelques milliards d'années. Donc là, on a une vraie énergie renouvelable. Et donc, évidemment, la question, c'est, puisqu'on a suffisamment de cette énergie pour répondre à ces objectifs, c'est comment l'exploiter. Et je vais, dans cette partie introductive aujourd'hui, vous présenter les différentes stratégies pour utiliser cette énergie solaire. Et d'autres conférenciers que j'ai invités au cours de ces journées illustreront d'autres aspects ou rentreront un peu plus dans le détail. Donc la question c'est est-ce qu'on peut récupérer cette énergie solaire et la convertir en carburant ou en électricité ? Et donc je vais parler essentiellement de trois choses. D'une part, le photovoltaïque. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est juste pour vous dire que c'est une orientation, et je ne vais pas développer plus. D'ailleurs, Daniel Linco nous dira des choses sur le photovoltaïque. Donc là, c'est la conversion de l'énergie solaire directement en courant électrique. On parlera, et dès aujourd'hui, notamment avec Gilles Pelletier, de biomasse, parce qu'effectivement, la nature, en permanence, collecte cette énergie lumineuse pour transformer, et là c'est intéressant, du dioxyde de carbone en molécules à très haut contenu énergétique, qui sont les molécules du vivant, sucre, lipides, protéines, etc., par ce magnifique phénomène de photosynthèse dont je vais redire quelques mots, parce que ceux qui étaient là l'an dernier ont entendu des choses plus précises sur la photosynthèse, mais je vais redire en une ou deux présentations de quoi il s'agit. Et puis enfin, je parlerai de ceci, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser, de stocker l'énergie solaire, de transformer l'énergie solaire en un carburant, spécifiquement l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène ? Parce qu'on peut l'obtenir à partir de l'eau qui est en quantité, vous le savez, tout à fait illimitée à la surface de la Terre. Voilà les trois choses dont je vais parler. Et donc, premier point, photovoltaïque. Donc là, c'est la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique grâce à
un mécanisme, enfin, grâce à l'utilisation de matériaux un peu particuliers, des semi-conducteurs, qui sont capables d'attraper, de collecter les photons de la lumière et de transformer cette énergie en électricité. Je ne rentre pas dans le détail, on en dira des choses plus loin. Ce que je veux dire ici, c'est que finalement, même avec des rendements du photovoltaïque de l'ordre de 10%, les enjeux sont intéressants. Ici, vous voyez, carte des États-Unis. Les États-Unis, c'est 3,3 terawatts. Hein, c'est une énorme proportion de la consommation mondiale. Hein, ce sont les Américains qui consomment le plus d'énergie à la surface de la Terre. Bien voilà, avec une efficacité de 10%, il vous faut 160 000 km² de panneaux. C'est énorme, hein, mais en même temps, c'est la taille d'un État. Voilà, si on accepte tous de consacrer cette surface-là, c'est théorique tout ça, mais à du photovoltaïque, théoriquement, on est capable de produire l'énergie nécessaire. Bon, c'est pour donner un ordre de grandeur. Quels sont les enjeux ici ? Je crois qu'il y a 20 ans, on n'imaginait pas que le photovoltaïque allait voir ses coûts diminuer autant, donc il y a un vrai progrès sur ce photovoltaïque. Enfin, vous connaissez tous de quoi il s'agit, vous en avez peut-être sur votre toit, vous êtes subventionné même peut-être pour cela, mais en tout cas, bon, il reste encore à diminuer le coût de cette énergie. Et là où les chimistes interviennent, diminuer le coût d'un facteur, je dirais 5-10, aujourd'hui sera tout à fait intéressant pour développer encore plus le photovoltaïque. Donc, du côté de la chimie, évidemment, ce qui est important, c'est de remplacer certains matériaux de type silicium, monocristallin ou polycristallin, qui est assez coûteux en énergie, en environnement, en préparation, qui donne des très bons, les meilleurs rendements, mais les remplacer par des matériaux qui sont un peu moins coûteux, plus faciles d'accès. Et donc là, il y a pas mal de recherches, au risque évidemment de diminuer les rendements. Donc ça, c'est un axe de recherche important. Juste un commentaire, parce que bon, il s'avère que c'est un sujet qui m'intéresse personnellement et je vous en dirai quelques mots. Lorsque, vous savez, quand vous produisez de l'électricité et que vous ne l'utilisez pas, elle est perdue. Donc il y a une vraie stratégie de stockage. D'ailleurs, le stockage de l'énergie est une des grandes questions. Il y a sa production, mais aussi son stockage. Ici, ce que je montre, c'est qu'une façon de stocker l'énergie électrique, par exemple, dans les périodes, l'énergie électrique en excès, dans les périodes où il fait nuit, où le temps est couvert, il y a des nuages, etc., et d'utiliser ensuite cette énergie donc pendant ces périodes-là, c'est évidemment les batteries. Aujourd'hui, il y a un engouement terrible en recherche sur les batteries, sur l'amélioration de leur capacité. Donc c'est intéressant, et en même temps, ça a un certain nombre d'inconvénients, et un des gros inconvénients, c'est la densité énergétique massique. Une batterie, ça sera jamais mieux que quelques mégajoules par kilogramme. Et si vous comparez ça au carburant liquide, genre pétrole, qui est plutôt de l'ordre de 50 mégajoules par kilo, évidemment, le record, c'est l'hydrogène, qui stocke 120 mégajoules par kilo. L'hydrogène a d'autres inconvénients, j'en dirai quelques mots. Donc ça, c'est un problème, mais donc c'est un domaine de recherche extrêmement important. Là aussi, on aura des séminaires sur ces questions de développement des batteries. Juste un mot sur le lithium. Pourquoi ? Ici, c'est une image que j'ai tirée d'un article de deux grands spécialistes des batteries françaises. C'est spécialistes français des batteries, pardon. Michel Armand et Jean-Marie Tarascon. Jean-Marie Tarascon est membre de l'Académie des sciences, et il vient d'être retenu au Collège de France
sur une chaire annuelle, une chaire d'innovation technologique. Vous savez peut-être qu'il y a des chaires annuelles. Et donc Jean-Marie Tarascon va nous parler de problèmes de stockage de l'énergie l'année prochaine. Donc dans un bel article de Nature en 2009, il a raconté un peu les histoires de batteries. Donc effectivement, on est passé de batteries à base de plomb, nickel, cadmium, aux batteries lithium. Et donc effectivement, et je reviendrai de temps en temps sur cet aspect. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a tout un tas de technologies qui sont basées sur des éléments chimiques, sur des matériaux, et pour le coup, il faut se poser la question de la même façon que pour le pétrole, le charbon et le gaz, se poser la question de la disponibilité de ces éléments. On n'a pas des quantités infinies de tous les éléments à la surface de la Terre, et infiniment accessibles. Donc c'est une question qu'il faut se poser quand on développe des nouvelles technologies. Typiquement, sur les batteries lithium, il y a une grande question sur les disponibilités en lithium à la surface de la Terre. Alors ça, c'est un truc très marrant, mais c'est un peu comme le pétrole, le gaz, le charbon. Quand vous essayez de comprendre quelle est la réalité, quand vous lisez la littérature, vous pouvez mais réellement voir tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez voir des articles dire le lithium, attention, si on met des batteries, des véhicules, si tous les véhicules du monde sont, il y a 700 millions de véhicules sur la surface de la Terre, si vous mettez des batteries électriques dans tous ces véhicules et c'est du lithium, en 25-30 ans, c'est terminé, il n'y a plus de lithium accessible. Alors évidemment, il ne faut pas développer une technologie dans ce cas-là si on est dans une telle situation. Mais vous pouvez voir aujourd'hui des gens dire, avec le même calcul et les mêmes démonstrations, qu'il y en a pour 25 000 ans. Je n'exagère pas, c'est ce qu'on lit. Alors pourquoi? Là aussi, c'est parce qu'on mélange les ressources et les réserves, parce qu'on sait qu'il y a des quantités très importantes dans l'eau de mer, dans les océans, mais tellement diluées qu'il paraît peu probable qu'on puisse le récupérer. Et voilà, donc il y a des vrais problèmes, et il y a un autre problème, c'est qu'en tout cas, pour ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la majorité du lithium est concentrée dans un très petit nombre de pays. Et ça, c'est toujours embêtant lorsqu'on développe une technologie, parce qu'on est soumis à des contraintes géopolitiques diverses. Et aujourd'hui, il faut savoir que 50% du lithium, c'est en Bolivie, peut-être une vingtaine en Chine et une vingtaine au Chili. Voilà. Et personne d'autre n'a du lithium aussi accessible. Donc ça pose un véritable problème. Alors, je développe tout ça parce qu'il s'avère que depuis peu, faisant partie du comité d'orientation stratégique de Veolia, j'ai été sollicité pour animer un groupe de travail entre Renault, le CEA et Veolia sur la question de la récupération et recyclage du lithium. C'est une vraie question importante et on ne sait pas faire aujourd'hui, donc il y a des filières industrielles intéressantes à développer. En tout cas, Renault qui se lance à fond dans le véhicule électrique, mais pas que Renault, d'autres compagnies automobiles, dans le véhicule électrique et dans les batteries, et en particulier en relation avec le CA, donc se pose maintenant la question de la récupération et du recyclage du lithium. Cette question d'ailleurs de récupération et de recyclage des éléments chimiques va devenir quelque chose de très très important qu'on a un peu négligé jusqu'à présent. Voilà. Donc sur cet aspect photovoltaïque batterie, eh bien le 12 mai, lorsque moi je parlerai de photo-oxydation de l'eau en oxygène, toujours dans cette vision photolyse de l'eau, photolyseur. Donc Fabrice Odomel parlera voilà son titre, quand les cellules photovoltaïques imitent les plantes, production d'électricité par sensibilisation d'oxyde métallique semi-conducteur. Et le 19 mai, Daniel Linco nous parlera de chimie et conversion photovoltaïque de l'énergie solaire. Voilà, c'est des choses, je crois, tout à fait intéressantes. Les biocarburants, j'en dis très rapidement les problématiques, et puis je laisserai Gilles, qui va nous parler de produire des biocarburants à partir de microalgues, quels enjeux pour la recherche. Voilà. Une autre façon de stocker l'énergie solaire, c'est ce que fait la nature en permanence. Je l'ai dit, c'est à peu près une centaine de térawatts
sur les 120 000 qui nous tombent dessus, c'est une centaine de térawatts qui sont utilisés et donc stockés sous forme de biomasse par conversion photosynthétique du dioxyde de carbone et de l'eau dans l'atmosphère. Et alors évidemment, cette biomasse, ce sont des vrais carburants et l'idée c'est de les exploiter comme biocarburants. Donc je dirais juste un petit mot sur première génération, seconde génération, introduire les biodiesels. Simplement, parce qu'on parle beaucoup de rendement lorsqu'on développe des dispositifs technologiques, il faut savoir que le rendement de la photosynthèse est pas merveilleux, c'est-à-dire que parfois la nature a du mal à faire des choses difficiles, et là c'est le cas, mais c'est tellement difficile qu'en effet, malgré des milliards d'années d'évolution, et d'amélioration des organismes, le processus de photosynthèse est un processus qui est pas très efficace. Chez les plantes, c'est de l'ordre de 1%, chez les micro-organismes, de l'ordre de 4-5%, et le maximum théorique, c'est de 10%, à la fois parce qu'il y a perte, parce qu'on n'a pas toutes les molécules, on n'a pas toutes les molécules qui permettent d'absorber l'ensemble du spectre solaire. C'est-à-dire, il y a tout un tas de photons du Soleil qu'on n'absorbe pas dans la nature. Par ailleurs, le système photosynthétique, vous allez le voir très rapidement, utilise 2 photons d'un 83 et un 77 électronvolts pour casser l'eau. Et ça, c'est, en gros, pour transformer l'eau, utiliser l'eau et ses électrons et ses protons. Et ça, on gagne 1,23 électronvolts, donc ça fait 34%, si vous faites un 23 sur la somme des deux. Le reste des processus se fait avec de très bons rendements, donc globalement, ça fait une dizaine de % maximum théorique. Et donc, ça soulève la question à la fois de l'absorption de lumière et évidemment de catalyse, dont je dirais évidemment beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que la photosynthèse ? Je crois l'an dernier avoir montré quelque chose qui ressemblait à ça, mais je le redis à nouveau. Je veux dire, c'est ce mécanisme absolument merveilleux qu'utilisent les plantes, certains micro-organismes photosynthétiques pour tirer les électrons et les protons qui sont contenus dans l'eau, pour les transporter à travers des chemins très complexes, transfert de protons, transfert d'électrons, pour les envoyer réagir sur le dioxyde de carbone et ainsi produire tout un tas de molécules à haut contenu énergétique qui sont les carburants cellulaires et qui sont, pour des organismes comme les nôtres, les carburants dont nous nous nourrissons, évidemment, pour fonctionner. Alors, ceci est possible grâce à une machinerie absolument fantastique, dont je ne parlerai pas, j'en ai déjà parlé, notamment le photosystème, dont nous avons des informations structurales maintenant extrêmement précises, qui nous permettent de comprendre comment ça fonctionne. Et puis tout un tas, évidemment, d'enzymes de transfert d'électrons. Voilà les 1,23 volts. La réaction H2O donne H2 plus 1,5 de O2, c'est 1,23 volts, 1,23 électronvolts. Et vous voyez que la réaction CO2 plus H2O donne glucose plus O2, c'est 1,24 volts. Pratiquement, tout le stockage de l'énergie solaire se fait dans cette réaction de décomposition de l'eau. Et pas tellement dans les réactions suivantes. Donc la clé, c'est vraiment la décomposition de l'eau. Voilà, alors, bon, là, juste parce que dans les cours suivants, je serai amené à venir sur ces problématiques-là. Quels sont les problèmes ? Les problèmes, c'est que d'une part, l'eau n'absorbe pas la lumière du soleil. Quand je vous disais, je rêve d'un système, d'un photolyseur dans lequel j'ai de l'eau, j'éclaire et je fais de l'hydrogène, et puis je fais de l'oxygène comme sous-produit, évidemment, ça ne marche pas parce que d'abord, il n'y a rien qui absorbe la lumière dans ce que je viens de vous raconter. Donc, il faut des photosensibilisateurs, donc des molécules qui absorbent, non seulement récupèrent des photons du soleil, mais en plus transforment cette énergie captée en énergie électrique ou chimique. Et donc c'est ce que font un certain nombre de photosensibilisateurs présents dans le photosystème, ici je ne détaille pas, mais genre chlorophylle, qui absorbent la lumière, de préférence
dans la partie visible du spectre solaire, qui excite un électron. Donc un photon vient d'être absorbé. Alors, ici, lorsqu'on aura à faire la même chose, eh bien, il faudra des photosensibilisateurs qui ont ce même type de fonctionnement. Et là, on va retrouver des photosensibilisateurs inorganiques ou organiques. Je vous donnerai des exemples de quelles sont les approches aujourd'hui pour inventer des photosensibilisateurs dans des applications photolyseurs. Mais il y a aussi évidemment beaucoup d'oxydes et de semi-conducteurs qui sont utilisés dans cette application. Une fois que vous avez cet électron excité, cette entité excitée, photosensibilisateur excité, est à la fois un très très bon réducteur, a la capacité de donner son électron parce qu'il est excité dans un niveau dans lequel il ne va pas rester. Donc il faut l'envoyer réagir avec, par exemple, le CO2. Donc ici, et d'autre part, vous avez créé un trou dans une orbitale vacante ici, et ce trou fait que la molécule est aussi très oxydante, et c'est ce pouvoir oxydant qui va permettre de tirer les électrons de l'eau et donc de l'oxyder en oxygène. Et ça, il faut le faire très vite, envoyer les électrons dans CO2 et tirer les électrons de l'eau, sans quoi, évidemment, cet électron retombe et on a attrapé un photon pour rien. Hein. Et donc, c'est le problème numéro 2, c'est la séparation de charges. Et donc là aussi, il y a des stratégies pour séparer les charges. Et ça passe d'une part par travailler sur la durée de vie des états de séparation de charges, et d'autre part par la mise au point de chaînes de transfert d'électrons qui facilitent la séparation de la charge moins et de la charge plus. Et puis, dernier point, et là aussi, dès la semaine prochaine, je soulèverai ce point-là, c'est que ces processus qui ont l'air simples, finalement, hein, CO2 donne du glucose et puis de l'eau donne de l'oxygène ou de l'hydrogène, ici par exemple, eh bien ce sont des processus multiélectroniques et donc de ce fait sont très complexes sur le plan mécanistique et ont besoin de catalyse. Sans catalyseur, ça ne marche pas. Même les processus qui sont thermodynamiquement très favorables ne fonctionnent pas. Donc il faut des catalyseurs et c'est bien ce que fait la nature et on en verra quelques exemples. Des catalyseurs pour accumuler et utiliser rapidement les électrons de ce côté ou les trous de l'autre côté et ensuite les conjuguer pour faire une oxydation à 4 électrons de l'eau par exemple et la réduction du CO2 en molécules élaborées. Voilà. Donc à partir de là, vous avez dans la nature tout un tas de molécules à très haut à très haut contenu énergétique qui viennent de ce stockage de l'énergie solaire. Et donc, est-ce qu'on peut les exploiter? Et c'est ce qui a été fait depuis maintenant pas mal d'années avec ce qu'on appelle les carburants de première génération. Alors, l'idée, et ça c'est très développé aux États-Unis et au Brésil par exemple, c'est l'idée d'exploiter des végétaux, des plantes comme betterave, canne à sucre, d'exploiter blé, maïs, pommes de terre qui sont remplis de ces molécules, d'en sortir les sucres, de fermenter, de faire de l'éthanol et de mélanger à l'essence et donc de diminuer la quantité de produits carbonés fossiles. Et puis, il n'y a pas que les sucres, il y a aussi tout un tas de molécules de type huile. Et ça, on peut en trouver abondamment dans l'huile de colza, l'huile de tournesol. Et là, vous faites des esters d'huile végétale ou des biodiesels et vous mélangez ça au gazole. Voilà, alors ça, il y a eu pas mal d'engouement là-dessus, vous le savez, et puis les choses sont un peu retombées, c'est assez critique parce que le bilan énergétique est peu favorable, le coût environnement est élevé, et puis surtout, il y a la compétition avec la production alimentaire. Donc ça, c'est très critique, effectivement, la question, c'est va-t-on utiliser des espaces très importants pour produire des carburants et pas de la nourriture, alors qu'il y a des milliards de gens qui sont en situation difficile du point de vue alimentaire. Alors, à partir de là, c'est l'autre stratégie, c'est d'utiliser des parties non comestibles de la plante ou d'utiliser et de faire pousser des plantes non comestibles, dédiées à cela. Le problème, c'est que là, ce n'est pas simple. Vous savez sans doute que ces parties de la plante non comestibles sont riches en sucre, mais ces sucres sont organisés sous la forme de matériaux qui sont extrêmement résistants
à toutes sortes de traitements, notamment ce sont ces fameux matériaux lignocellulosiques qui sont ces polymères et ces réseaux de cellulose, hémicellulose et lignine qui sont extrêmement résistants. Et donc là, il y a des recherches pour traiter ces matériaux, les extraire de ces plantes, les traiter et en sortir les hydrocarbures, les sucres, l'éthanol, à nouveau pour les mélanger au gazole ou à l'essence. Dernier point, mais là j'en dis un mot très rapidement, puisque c'est ce dont va nous parler Gilles Pelletier, c'est l'utilisation notamment d'algues qui sont en capacité de produire des quantités très importantes de lipides sous forme d'huile. C'est qu'on peut voir ici des gouttes d'huile qui sont excrétées par ces micro-organismes. D'ailleurs, je crois que cette image vient du laboratoire de Gilles. Et à la fois facilement accessible, vous voyez, cette excrétion permet techniquement de bien récupérer ces huiles, et ensuite de les exploiter pour en faire des biodiesels. Donc c'est Gilles qui parlera de ça. Voilà, vous pouvez trouver dans la littérature spécialisée des tas de choses comme ça. Ici, par exemple, la compagnie pétrolière Exxon aux États-Unis annonce qu'il y a quelques mois qu'ils investissent 600 millions de dollars pour développer des biocarburants à partir d'algues. Ok, donc ça c'est une sorte de cycle idéal pour les biocarburants. C'est je prends le CO2 et l'énergie solaire, je produis de la biomasse que je ne consomme pas, j'en ressors les matériaux lignocellulosiques que j'arrive à traiter, en particulier par des stratégies biotechnologiques en utilisant des micro-organismes ou des enzymes, et je produis des sucres. Je fais fermenter par des microbes, je produis de l'éthanol ou toutes sortes de composés dérivés, ça fait des biocarburants et je les consomme dans le transport. Alors, il ne faut pas oublier que ça produit du CO2. Parce qu'on dit toujours, oui, c'est très bien les biocarburants parce qu'on produit du CO2 qu'on a consommé. Ça c'est vrai que si la cinétique de production de ce CO2 est plus petite que la consommation du CO2 ensuite sous forme de biomasse. On oublie de dire ça, mais c'est très important parce que, évidemment, si on continue à brûler et enlever les forêts, et si on n'a pas des plantes dédiées à croissance rapide, le bilan peut ne pas être aussi bon qu'on le pense. Voilà. Hydrogène maintenant. Alors, pourquoi l'hydrogène ? Donc, parce que il y a en effet la possibilité, et certains micro-organismes le font, de transformer l'eau en hydrogène en lui soumettant de la lumière solaire, ou autrement dit, il est possible de stocker l'énergie solaire dans la liaison hydrogène-hydrogène de la molécule hydrogène, dans ce processus de transformation H2O donne H2. C'est une réaction qui a besoin d'énergie, je vais le montrer. Et une fois qu'on a de l'hydrogène, eh bien, on peut restituer l'énergie contenue dans l'hydrogène en brûlant, par exemple, cet hydrogène, et l'énergie est récupérée. Et c'est un cycle intéressant, parce que, comme vous le voyez, l'oxydation de l'hydrogène donne de l'eau, qui est évidemment ce qui fait un processus très propre. Alors, voilà la réaction. L'hydrogène donc, est intéressant parce que si on en a, puisqu'il n'existe pas à la surface de la Terre, l'hydrogène, l'atome d'hydrogène est l'atome le plus abondant dans l'univers, mais il est toujours associé à des atomes. Donc une fois qu'on en a, l'intérêt c'est qu'effectivement, lorsqu'on l'oxyde, on produit une quantité d'énergie tout à fait impressionnante. Cette réaction produit beaucoup d'énergie, et par ailleurs donc produit de l'eau comme produit de réaction. Alors, l'idée c'est pas de produire de la chaleur, c'est éventuellement utiliser cette énergie contenue dans l'hydrogène pour produire de l'électricité. Et ça, c'est typiquement fait, et c'est le grand domaine des piles à combustible ou piles à hydrogène, qui
qui peuvent être utilisés dans les voitures, dans les bus, c'est déjà fait. Ici, il n'y a pas de pile à hydrogène dans la pile en combustible, dans la fusée, mais c'est juste pour dire que l'hydrogène peut faire marcher des fusées. Donc là c'est une fois qu'on a stocké l'énergie solaire sous forme d'hydrogène, on a la possibilité de transformer ce carburant, cette énergie chimique contenue dans la liaison hydrogène-hydrogène, en énergie électrique. À l'anode, vous faites arriver de l'hydrogène qui s'oxyde et les électrons arrivent sur la cathode, réagissent avec l'oxygène. Le bilan est bien celui-là, mais vous avez produit un courant électrique qui peut être utilisé pour faire marcher des moteurs. Donc ça, c'est un domaine en plein développement. Enfin, c'est très variable, mais disons qu'à l'échelle de la planète, globalement, c'est une stratégie possible. Alors, pourquoi oui, donc comment faire cette production d'hydrogène? Alors, on peut directement utiliser l'énergie électrique produite par le photovoltaïque, utiliser cette énergie pour transformer l'eau en hydrogène. On peut utiliser l'énergie électrique stockée dans les batteries dont j'ai parlé pour faire de l'électrolyse. Alors l'électrolyse, vous savez, je pense que tous ici, vous avez eu ces expériences au lycée, de tremper des électrodes dans l'eau, d'appliquer une batterie et de voir des bulles sortir à chaque électrode et de démontrer que vous avez à la cathode de l'hydrogène et vous avez à l'anode de l'oxygène. En général, ce sont des dispositifs qui marchent avec des bons rendements, ça marche. Mon histoire, celle que je vais raconter plus tôt, c'est celle-là, c'est faire de la photosynthèse artificielle. À nouveau, est-ce qu'on est capable d'utiliser directement le soleil, de l'eau et faire de l'hydrogène, hein. Donc ça, c'est la photolyse. Et aujourd'hui, donc vous voyez, ces dispositifs-là, électrolyse 80% de rendement, photovoltaïque 10%, on arrive à des choses de l'ordre de 10%. Photolyse, les calculs théoriques montrent qu'on peut atteindre 15-20%. Bon. Voilà, à nouveau, ce qui est essentiel, c'est qu'effectivement, il faut des photosensibilisateurs pour absorber la lumière. C'est la première chose. Vous ne pouvez pas faire ça sans avoir les matériaux qui absorbent la lumière, et ça, on en parlera. Donc ça peut être des matériaux de type complexe de coordination. Ici, c'est un complexe du ruthénium. Ça peut être des matériaux organiques. Ça peut être des semi-conducteurs de type oxyde métallique. Et on parlera de tout ça dans les cours suivants. Alors, simplement pour vous dire qu'il y a 36 façons de produire de l'hydrogène. Ça peut être par donc, électrolyse à partir d'énergie renouvelable. Ça peut être par électrolyse à partir de l'énergie électrique fournie par le nucléaire. Ça peut être par thermochimie à partir de la chaleur fournie par le nucléaire. Ça peut être par transformation de la biomasse. Il y a des procédés pour faire ça. Ça peut être par photolyse, j'en ai parlé. Eh bien, aujourd'hui, aucune de ces stratégies est utilisée. Plus de 90% de l'hydrogène que nous utilisons dans l'industrie chimique ou dans les laboratoires vient de ce processus dit de reformage qui est la réaction d'hydrocarbures à partir du méthane avec l'eau qui donne de l'hydrogène. Malheureusement, c'est un processus qu'il faut remplacer dans notre stratégie puisqu'on utilise des hydrocarbures et qu'on produit du CO2. Mais le coût de ce processus est encore beaucoup plus bas que tous les autres. Là aussi, c'est presque un facteur 10 qu'il faut diminuer le coût de toutes ces stratégies électrolyse, biomasse, cellules photoélectrochimiques, photovoltaïques plus électrolyse. On est autour de 5-10 $ par kilogramme d'hydrogène, alors que reformage, on est plutôt à $1, et un peu moins même. Voilà. Oui, si c'était plus simple, si c'était aussi simple, effectivement, il y a longtemps qu'on marcherait à l'hydrogène. Il y a d'autres problèmes que la production. Il y a aussi les problèmes de stockage. Je ne veux pas en parler, je n'ai pas trop le temps, mais autant je vous avais dit que la densité énergétique massique était très intéressante, autant évidemment la densité volumique est catastrophique pour l'hydrogène. C'est un gaz, donc il y a tout le problème de l'utiliser autrement que sous cette forme très, très volumique. Donc
Il y a des stratégies évidemment gaz comprimé, liquéfaction. Ça, c'est des procédés physiques qui sont en œuvre, mais qui coûtent beaucoup d'énergie. Et donc, les chimistes interviennent sur ces questions-là de façon très active, en développant des hydrures métalliques, des matériaux solides poreux, des boranes. Donc là, je n'en parlerai pas, mais c'est juste quelques mots-clés qui vous permettent peut-être de remonter à d'autres informations si vous le souhaitez. Donc, il y a vraiment un gros enjeu à trouver des voies de stockage efficaces de l'hydrogène si on veut le développer comme carburant pour le transport, par exemple. Voilà. Ça, je l'ai pris à Dan Nocera. Dan Nocera est un des professeurs au MIT, c'est un des grands papes de l'utilisation de l'énergie solaire et de la transformation de l'eau avec cette énergie solaire et la combinaison avec l'hydrogène et les piles à combustible. Je le reprends tout simplement, c'est assez intéressant et c'est un calcul que vous pouvez faire très facilement. Ce calcul, c'est celui-là. Si vous prenez une maison dans un pays développé, d'une famille relativement aisée, une voiture, vous voyez, une maison, une voiture, elle est un peu bizarre cette voiture, mais en gros, dans un pays développé, c'est 20 kWh par jour et par maison. Si vous imaginez cette maison avec des panneaux photovoltaïques qui, le jour, par l'électrolyseur, production d'hydrogène, stockage d'hydrogène, et ensuite, dans les périodes... Alors, électrolyseur et panneaux photovoltaïques qui utilisés directement dans la maison quand ça marche. Et puis, pendant la nuit, utilisation de cet hydrogène par les piles à combustible pour faire fonctionner la maison, la voiture. Eh bien, très facilement calculé, ce n'est pas des centaines ou des milliers de litres d'eau qu'il faut électrolyser, c'est de l'ordre de 5-6 litres d'eau. Donc, ce n'est pas énorme, c'est 5-6 bouteilles d'eau. Donc ça, c'est assez impressionnant comme calcul. Évidemment, le calcul est fait sur des rendements de 100%, etc., etc. Mais on peut imaginer ça. Et évidemment, pour le fameux habitant de la partie où il n'y avait pas de lumière tout à l'heure sur la planète, vous prenez une famille du fin fond de l'Inde, qui évidemment n'a pas la même maison ni la même voiture, l'énergie nécessaire par jour est contenue dans cette bouteille. Il faut électrolyser ça et produire l'énergie suffisante pour une journée, et en stockant l'hydrogène et l'utilisant ensuite avec la pile à combustible. Faites le calcul, vous verrez, c'est ça. Ça a aussi un autre intérêt, cette présentation-là, c'est que finalement, ça nous dit qu'avec la stratégie eau, soleil, hydrogène, on a une stratégie de production et de consommation d'énergie hyper délocalisée, très personnalisée. On n'a pas besoin de mettre en œuvre des infrastructures énormes. On peut, à chaque niveau individuel d'une maison, d'une famille, traiter le problème. Et ça, c'est un des aspects, je crois, les plus importants de l'hydrogène. Dernier point que je veux traiter, c'est il me reste 10 minutes, les 10 dernières minutes, c'est l'aspect catalyse. Je n'en ai pas encore parlé, mais j'en parlerai abondamment ensuite. C'est évidemment le fait que dans ce cycle merveilleux où vous partez de l'eau, vous ajoutez de l'énergie, que ce soit de l'électricité, du soleil, dans des électrolyseurs ou des photolyseurs, et vous produisez de l'hydrogène, ou donc réaction thermodynamiquement défavorable, ou la réaction thermodynamiquement favorable inverse, H2 donne H2O dans par exemple les piles, eh bien vous avez des processus qui sont très très lents et il faut des catalyseurs. Et aujourd'hui, les catalyseurs utilisés dans tous les dispositifs de type électrolyseur, photolyseur, pile sont pour beaucoup des métaux nobles, et en particulier le platine.
Et là aussi, même raisonnement que j'ai fait pour le lithium, je le fais pour le platine. Il faut se poser la question des ressources. Et donc, vous savez que le platine est un métal. Alors, c'est en effet le catalyseur le plus efficace. Les chimistes le savent depuis longtemps, et éventuellement, j'essaierai d'expliquer pourquoi. Pas aujourd'hui, mais les prochaines fois. Mais c'est un métal qui est très cher. C'est le second métal le plus cher après le rhodium. Là aussi, vous voyez, j'ai pris ce chiffre-là, mais je donnerai des chiffres plus récents, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. En réalité, c'est très difficile de vous donner une valeur du cours du platine. Elle change toutes les 5 minutes, hein, et puis énormément. Et puis, les ressources sont limitées. Et là, il y a plusieurs papiers, je crois, assez sérieux, qui montrent qu'avec 500, oui, c'est 700, hein, c'est pas 500. 700 millions de véhicules à la surface de la Terre. Si vous leur mettez une pile à combustible, par exemple, avec le minimum de platine qu'il faut pour le faire fonctionner, et en incluant un recyclage de 50% de ce platine, eh bien, en 15 ans, vous n'avez plus de platine à la surface de la Terre, tout a été consommé. Donc là, il y a une vraie question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une économie à hydrogène basée sur le platine si, dans 15 ans, il faut s'arrêter pour passer à autre chose. Donc il y a une vraie nécessité de trouver d'autres solutions. Et ce dont je vais vous parler souvent, et c'est un peu ce qu'on fait dans mon laboratoire et ce que font d'autres dans le monde, c'est évidemment de regarder comment la nature fait ça. Il s'avère que la nature, je l'ai dit, sait faire cette chimie. H2O donne H2 et H2 donne H2O. Et le vivant n'utilise pas de platine. Hein. Vous savez que je ne connais pas de système enzymatique qui utilise du platine comme catalyseur. Donc ce sont des métaux, notamment de la première famille de métaux de transition. Du côté de l'oxydation de l'eau, c'est du manganèse. Du côté de la réduction de l'eau en hydrogène, c'est du nickel et du fer. Et en particulier dans ces enzymes fabuleuses que sont les hydrogénases, dont je dirai quelques mots. Enfin, dont je parlerai abondamment, notamment dans le cours suivant. Et donc, l'idée des chimistes, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire cette photosynthèse artificielle, notamment en s'inspirant des catalyseurs du vivant, c'est-à-dire en excluant tout ce qui est platine, rhodium, et en essayant d'inventer des catalyseurs bio-inspirés, c'est-à-dire en essayant de comprendre ce que fait la nature et en essayant de la copier, et donc en utilisant du manganèse, du nickel et du fer pour faire cette réaction. Donc ça nécessite d'avoir un œil très focalisé et très précis sur le mécanisme de photosynthèse naturelle et sur le mécanisme des hydrogénases, qui sont ces enzymes qui sont capables de mettre des électrons et des protons ensemble pour produire de l'hydrogène. Voilà, donc on aura plusieurs conférences sur ce sujet. Donc Frédéric Glohagen nous parlera d'exploration bio-inspirée de la chimie des hydrogénases, et je vous parlerai de photoréduction de l'eau en hydrogène. Et donc on parlera pas mal d'hydrogénase, parce que ces enzymes sont vraiment tout à fait intéressantes. Et ici, vous avez une structure aux rayons X d'une des hydrogénases, son site actif, dans lequel vous reconnaissez un atome de nickel et de fer dans un environnement tout à fait particulier, mais on y reviendra la prochaine fois. Et ce sont des objets qui peuvent, en tant que tels, c'est-à-dire l'enzyme elle-même, être utilisés dans des applications électrolyseurs, photolyseurs, piles à combustible. On en est au début, mais on essaye de voir si on ne peut pas utiliser ces catalyseurs-là, les catalyseurs naturels, ou bien utiliser des catalyseurs bio-inspirés. Et donc, la semaine prochaine, je parlerai des hydrogénases spécifiquement. Je vous montrerai en quoi ces enzymes sont tout à fait passionnantes. Et Christophe Léger, qui est un spécialiste de l'électrochimie de ces enzymes, vous parlera de la possibilité de comprendre comment elles fonctionnent et de mettre au point des biopiles. Voilà, et je vais m'arrêter là. Voilà, donc l'objectif, c'est ça. Et c'est ça qu'au cours des prochains cours, je vais essayer de construire avec vous. On va essayer de voir comment on peut construire un photolyseur de l'eau. C'est-à-dire qu'il va falloir construire une photoanode
Et il va falloir, donc sur cette partie-là, avoir des molécules, des matériaux qui collectent la lumière. Ça peut être des semi-conducteurs, des oxydes métalliques, ça peut être des photosensibilisateurs de synthèse, inorganiques ou organiques. Il va falloir des catalyseurs, parce qu'au moment où on va créer des trous ici, cette transformation de l'eau en oxygène et le don d'électrons ne pourra se faire de façon efficace qu'avec des électrons, qu'avec des catalyseurs. Alors ça pourra être des catalyseurs moléculaires bio-inspirés ou des matériaux, des nanoparticules de cobalt, on en parlera. Et puis de l'autre côté, une fois que les électrons arrivent, eh bien c'est une cathode. Ça peut être une photocathode, j'expliquerai pourquoi parfois il faudra une photocathode, il faudra aussi mettre un photon ici, et il faudra sur cette surface des catalyseurs pour faire de la réduction de l'eau en hydrogène. Là aussi, ça pourra être des matériaux ou des catalyseurs moléculaires, ou des enzymes de type hydrogénase. Voilà, et je termine c'est là-dessus. Dernière information, finalement, je vous ai dit, on peut utiliser cette énergie solaire pour réduire l'eau et faire de l'hydrogène et stocker cette énergie sous forme d'hydrogène, parce qu'après on pourra l'utiliser dans les piles à combustible par exemple. Mais on commence à voir aujourd'hui une étape supplémentaire, on va un peu plus loin, c'est non pas envoyer les électrons de l'eau dans les protons pour faire de l'hydrogène, mais envoyer les électrons de l'eau directement sur le CO2, le réduire en forme réduite du CO2. Voilà, ça peut être des hydrocarbures, de l'acide formique, des aldéhydes, des alcools, de l'oxalate. Donc, et là, évidemment, c'est tout à fait intéressant. On n'est pas encore dans la photosynthèse artificielle, mais on est sur la voie. On n'est pas en train de construire des sucres, des lipides, mais on construit des molécules qui peuvent être utilisées comme carburant et on dégage du CO2 de l'atmosphère. Voilà. Et donc, on parlera de ça. Et le dernier cours, j'essaierai de vous montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui des stratégies d'utilisation du CO2, comment on l'active, comment on le réduit pour faire ces hydrocarbures. Et Juan Fontecilla vous parlera de certaines enzymes qui sont capables de faire cette chimie. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.